Une vie, par Guy de Maupassant. Chapitre 4, suite. Quoiqu'elle lui apprit bien des choses dans son séjour au champ, elle ne songeait encore qu'à la poésie de l'amour, et fut surprise. Sa femme. Ne l'était-elle pas déjà? Alors il se mit à l'embrasser à petits baisers rapides sur la tempe et sur le cou, là où frisaient les premiers cheveux. Saisie à chaque fois par ces baisers d'homme auxquels elle n'était point habituée, elle penchait instinctivement la tête de l'autre côté pour éviter cette caresse qui la ravissait cependant. Mais ils se trouvèrent soudain sur la lisière du bois. Elle s'arrêta, confuse d'être si loin. Qu'allait-on penser? Retournons, dit-elle. Il retira le bras dont il serrait sa taille, et en se tournant tous deux, ils se trouvèrent face à face si près qu'ils sentirent leur haleine sur leur visage, et ils se regardèrent. Ils se regardèrent d'un de ces regards fixes, aigus, pénétrants, où deux âmes croient se mêler. Ils se cherchèrent dans leurs yeux, derrière leurs yeux, dans cet inconnu impénétrable de l'être. Ils se sondèrent dans une muette et obstinée interrogation. Que seraient-ils l'un pour l'autre? Que serait cette vie qu'ils commençaient ensemble? Que se réservaient-ils l'un à l'autre de joie, de bonheur ou de désillusion en ce long tête-à-tête indissoluble du mariage? Et il leur sembla, à tous les deux, qu'ils ne s'étaient pas encore vus. Et tout à coup Julien, posant ses deux mains sur les épaules de sa femme, lui jeta à pleine bouche un baiser profond, comme elle n'en avait jamais reçu. Il descendit ce baiser, il pénétra dans ses veines et dans ses moelles, et elle en eut une telle secousse mystérieuse qu'elle repoussa éperdument Julien de ses deux bras et faillit tomber sur le dos. « Allons-nous-en, balbutia-t-elle. Il ne répondit pas, mais il lui prit les mains qu'il garda dans les siennes. Ils n'échangèrent plus un mot jusqu'à la maison. Le reste de l'après-midi sembla long. On se mit à table à la nuit tombante. Le dîner fut simple et assez court, contrairement aux usages normands. Une sorte de gêne paralysait les convives. Seuls les deux prêtres, le maire et les 4 fermiers invités montrèrent un peu de cette grosse gaieté qui doit accompagner les noces. Le rire semblait mort, un mot du maire le ranima. Il était 9 heures environ, on allait prendre le café. Au dehors, sous les pommiers de la première cour, le bal champêtre commençait. Par la fenêtre ouverte, on apercevait toute la fête. Des lumignons pendus aux branches donnaient aux feuilles des nuances de vert de gris. Rustres et rustaudes sautaient en rond, en hurlant un air de danse sauvage qu'accompagnaient faiblement 2 violons et une clarinette juchée sur une grande table de cuisine en estrade. Le chant tumultueux des paysans couvrait entièrement parfois la chanson, des instruments, et la frêle musique, déchirée par les voix déchaînées, semblait tomber du ciel en lambeaux, en petits fragments de quelques notes éparpillées. 2 grandes barriques entourées de torches flambantes versaient à boire à la foule. 2 servantes étaient occupées à rincer incessamment les verres et les bols dans un baquet pour les tendre encore ruisselant d'eau, sous les robinets d'où coulait le filet rouge du vin ou le filet d'or du cidre pur. Et les danseurs assoiffés, les vieux tranquilles, les filles en sueur se pressaient, tendaient les bras pour saisir à leur tour un vase quelconque et se verser à grands flots dans la gorge en renversant la tête le liquide qu'ils préféraient. Sur une table on trouvait du pain, du beurre, du fromage et des saucisses. Chacun avalait une bouchée de temps en temps, et sous le plafond de feuilles illuminées, cette fête saine et violente donnait aux convives mornes de la salle l'envie de danser aussi, de boire au ventre de ces grosses futailles, en mangeant une tranche de pain avec du beurre et un oignon cru. Le maire, qui battait la mesure avec son couteau, s'écria « Sacristi, ça va bien, c'est comme qui dirait les noces de Ganache ». Un frisson de rire étouffé courut, mais l'abbé Picot, ennemi naturel de l'autorité civile, répliqua « Vous voulez dire de Cana ?» L'autre n'accepta pas la leçon. « Non, monsieur le curé, je m'entends, quand je dis Ganache, c'est Ganache. » On se leva et on passa dans le salon, puis on alla se mêler un peu aux populaires en goguette, puis les invités se retirèrent. Le baron et la baronne eurent à voix basse une sorte de querelle. Madame Adélaïde, plus essoufflée que jamais, semblait refuser ce que demandait son mari. Enfin elle dit, presque haut, « Non, mon ami, je ne peux pas, je ne saurais comment m'y prendre. » Petit père alors, la quittant brusquement, s'approcha de Jeanne. « Veux-tu faire un tour avec moi, fillette ?» Tout émue, elle répondit « Comme tu voudras, papa. » Ils sortirent. Dès qu'ils furent devant la porte du côté de la mer, un petit vent sec les saisit, un de ces vents froids d'été qui sentent déjà l'automne.
Des nuages galopaient dans le ciel, voilant puis redécouvrant les étoiles. Le baron serrait contre lui le bras de sa fille en lui pressant tendrement la main. Ils marchèrent quelques minutes, il semblait indécis, troublé. Enfin, il se décida. « Mignonne, je vais remplir un rôle difficile qui devrait revenir à ta mère, mais comme elle s'y refuse, il faut bien que je prenne sa place. J'ignore ce que tu sais des choses de l'existence. Il est des mystères qu'on cache soigneusement aux enfants, aux filles surtout, aux filles qui doivent rester pures d'esprit, irréprochablement pures jusqu'à l'heure où nous les remettons entre les bras de l'homme qui prendra soin de leur bonheur. C'est à lui qu'il appartient de lever ce voile, jeté sur le doux secret de la vie. Mais elles, si aucun soupçon ne les a encore effleurées, se révoltent souvent devant la réalité un peu brutale, cachée derrière les rêves. Blessées en leur âme, blessées même en leur corps, elles refusent à l'époux ce que la loi humaine et la loi naturelle lui accordent comme un droit absolu. Je ne puis t'en dire davantage, ma chérie, mais n'oublie point ceci, que tu appartiens tout entière à ton mari. » Que savait-elle au juste? Que devinait-elle? Elle s'était mise à trembler, oppressée d'une mélancolie accablante et douloureuse comme un pressentiment. Ils rentrèrent. Une surprise les arrêta sur la porte du salon. Madame Adélaïde sanglotait sur le cœur de Julien. Ses pleurs, des pleurs bruyants, poussés comme par un soufflet de forge, semblaient lui sortir en même temps du nez, de la bouche et des yeux. Et le jeune homme interdit, gauche, soutenait la grosse femme abattue en ses bras pour lui recommander sa chérie, sa mignonne, son adorée fillette. Le baron se précipita. « Oh, pas de scène, pas d'attendrissement, je vous prie. » Et prenant sa femme, il l'assit dans un fauteuil pendant qu'elle s'essuyait le visage. Il se tourna ensuite vers Jeanne. « Allons, petite, embrasse ta mère bien vite et va te coucher. » Prête à pleurer aussi, elle embrassa ses parents rapidement et s'enfuit. Tante Lison s'était déjà retirée en sa chambre. Le baron et sa femme restèrent seuls avec Julien. Et ils demeuraient si gênés tous les trois qu'aucune parole ne leur venait. Les deux hommes en tenue de soirée, debout, les yeux perdus, Madame Adélaïde abattue sur son siège avec les restes de sanglots dans la gorge. Leur embarras devenait intolérable. Le baron se mit à parler du voyage que les jeunes gens devaient entreprendre dans quelques jours. Jeanne, dans sa chambre, se laissait déshabiller par Rosalie, qui pleurait comme une source. Les mains errant au hasard, elle ne trouvait plus ni les cordes ni les épingles, et elle semblait assurément plus émue encore que sa maîtresse. Mais Jeanne ne songeait guère aux larmes de sa bonne. Il lui semblait qu'elle était entrée dans un autre monde, partie sur une autre terre, séparée de tout ce qu'elle avait connu, de tout ce qu'elle avait chéri. Tout lui semblait bouleversé dans sa vie et dans sa pensée, même cette idée étrange lui vint. Aimait-elle son mari? Voilà qu'il lui apparaissait tout à coup comme un étranger qu'elle connaissait à peine. 3 mois auparavant, elle ne savait point qu'il existait, et maintenant elle était sa femme. Pourquoi cela? Pourquoi tomber si vite dans le mariage, comme dans un trou ouvert sous vos pas? Quand elle fut en toilette de nuit, elle se glissa dans son lit, et ses draps un peu frais, faisant frissonner sa peau, augmentèrent cette sensation de froid, de solitude, de tristesse, qui lui pesait sur l'âme depuis 2 heures. Rosalie s'enfuit, toujours sanglotant, et Jeanne attendit. Elle attendit, anxieuse, le cœur crispé, ce je ne sais quoi deviné et annoncé en termes confus par son père, cette révélation mystérieuse de ce qui est le grand secret de l'amour. Sans qu'elle eût entendu monter l'escalier, on frappa 3 coups légers contre sa porte. Elle tressaillit horriblement et ne répondit point. On frappa de nouveau, puis la serrure grinça. Elle se cacha la tête sous ses couvertures comme si un voleur eût pénétré chez elle. Des bottines craquèrent doucement sur le parquet, et soudain on toucha son lit. Elle eut un sursaut nerveux et poussa un petit cri, et dégageant sa tête, elle vit Julien debout devant elle, qui souriait en la regardant. « Oh, que vous m'avez fait peur, dit-elle. » Il reprit. « Vous ne m'attendiez donc point ?» Elle ne répondit pas. Il était en grande toilette, avec sa figure grave de beau garçon, et elle se sentit affreusement honteuse d'être couchée ainsi devant cet homme si correct. Il ne savait que dire, que faire, n'osant même pas se regarder à cette heure sérieuse et décisive d'où dépend l'intime bonheur de toute la vie. Il sentait vaguement peut-être quel danger offre cette bataille, et quelle souple possession de soi, quelle rusée tendresse il faut pour ne froisser aucune des subtiles pudeurs,
des infinies délicatesses d'une âme virginale et nourrie de rêves. Alors, doucement, il lui prit la main qu'il baisa, et s'agenouillant auprès du lit comme devant un autel, il murmura d'une voix aussi légère qu'un souffle. « Voudrez-vous m'aimer » Elle, rassurée tout à coup, souleva sur l'oreiller sa tête ennuagée de dentelle, et elle sourit. « Je vous aime déjà, mon ami. » Il mit en sa bouche les petits doigts fins de sa femme, et, la voix changée par ce bâillement de chair, « Voulez-vous me prouver que vous m'aimez » Elle répondit, troublée de nouveau, sans bien comprendre ce qu'elle disait, sous le souvenir des paroles de son père. « Je suis à vous, mon ami. » Il couvrit son poignet de baisers mouillés, et se redressant lentement, il approchait son visage qu'elle recommençait à cacher. Soudain, jetant un bras en avant par-dessus le lit, il enlaça sa femme à travers les draps, tandis que, glissant son autre bras sous l'oreiller, il le soulevait avec la tête. Et, tout bas, il demanda « Alors, vous voulez bien me faire une toute petite place à côté de vous ?» Elle eut peur, une peur d'instinct, et balbutia « Oh, pas encore, je vous prie. » Il sembla désappointé, un peu froissé, et il reprit d'un ton toujours suppliant, mais plus brusque. « Pourquoi plus tard, puisque nous finirons toujours par là ?» Elle lui en voulut de ce mot, mais soumise et résignée, elle répéta pour la deuxième fois. « Je suis à vous, mon ami. » Alors il disparut bien vite dans le cabinet de toilette, et elle entendait distinctement ses mouvements, avec des froissements d'habits défaits, un bruit d'argent dans la poche, la chute successive des bottines. Et tout à coup, en caleçon, en chaussettes, il traversa vivement la chambre pour aller déposer sa montre sur la cheminée. Puis il retourna en courant dans la petite pièce voisine, remua quelque temps encore, et Jeanne se retourna rapidement de l'autre côté en fermant les yeux, quand elle sentit qu'il arrivait. Elle fit un soubresaut comme pour se jeter à terre lorsque glissa vivement contre sa jambe une autre jambe froide et velue. Et, la figure dans ses mains, éperdue, prête à crier de peur et d'effarement, elle se blottit tout au fond du lit. Aussitôt il la prit en ses bras, bien qu'elle lui tournât le dos, et baisait voracement son cou, les dentelles flottantes de sa coiffure de nuit et le col brodé de sa chemise. Elle ne remuait pas, raidie dans une horrible anxiété, sentant une main forte qui cherchait sa poitrine cachée entre ses coudes. Elle haletait, bouleversée sous cet attouchement brutal, et elle avait surtout envie de se sauver, de courir par la maison, de s'enfermer quelque part loin de cet homme. Il ne bougeait plus, elle recevait sa chaleur dans son dos. Alors son effroi s'apaisa encore, et elle pensa brusquement qu'elle n'aurait qu'à se retourner pour l'embrasser. À la fin il parut s'impatienter, et d'une voix attristée. « Vous ne voulez donc point être ma petite femme ?» Elle murmura à travers ses doigts. « Est-ce que je ne la suis pas ?» Il répondit avec une nuance de mauvaise humeur. « Mais non, ma chère, voyons, ne vous moquez pas de moi. » Elle se sentit toute remuée par le ton mécontent de sa voix, et elle se tourna tout à coup vers lui pour lui demander pardon. Il la saisit à bras-le-corps, rageusement, comme affamé d'elle, et il parcourait de baisers rapides, de baisers mordants, de baisers fous, toute sa face et le haut de sa gorge, l'étourdissant de caresses. Elle avait ouvert les mains et restait inerte sous ses efforts, ne sachant plus ce qu'elle faisait, ce qu'il faisait, dans un trouble de pensée qui ne lui laissait rien comprendre. Mais une souffrance aiguë la déchira soudain, et elle se mit à gémir, tordue dans ses bras, pendant qu'il la possédait violemment. Que se passa-t-il ensuite? Elle n'en eut guère le souvenir, car elle avait perdu la tête. Il lui sembla seulement qu'il lui jetait sur les lèvres une grêle de petits baisers reconnaissants. Puis il dut lui parler, et elle dut lui répondre. Puis il fit d'autres tentatives qu'elle repoussa avec épouvante, et comme elle se débattait, elle rencontra sur sa poitrine ce poil épais qu'elle avait déjà senti sur sa jambe, et elle recula de saisissement. Là sans fin de la solliciter sans succès, il demeura immobile sur le dos. Alors elle songea, elle se dit, désespérée jusqu'au fond de son âme, dans la désillusion d'une ivresse rêvée si différente, d'une chère attente détruite, d'une félicité crevée. Voilà donc ce qu'il appelle être sa femme, c'est cela, c'est cela. Et elle resta longtemps ainsi désolée, l'œil errant sur les tapisseries du mur, sur la vieille légende d'amour qui enveloppait sa chambre. Mais comme Julien ne parlait plus, ne remuait plus, elle tourna lentement son regard vers lui,
et s'aperçut qu'il dormait. Il dormait, la bouche entr'ouverte, le visage calme. Il dormait. Elle ne pouvait le croire, se sentant indignée, plus outragée par ce sommeil que par sa brutalité, traitée comme la première venue. Pouvait-il dormir une nuit pareille? Ce qui s'était passé entre eux n'avait donc pour lui rien de surprenant. Oh, elle eût mieux aimé être frappée, violentée encore, meurtrie de caresses odieuses jusqu'à perdre connaissance. Elle resta immobile, appuyée sur un coude, penchée vers lui, écoutant entre ses lèvres passer un léger souffle qui parfois prenait une apparence de ronflement. Le jour parut, terne d'abord, puis clair, puis rose, puis éclatant. Julien ouvrit les yeux, bâilla, étendit ses bras, regarda sa femme, sourit et demanda « As-tu bien dormi, ma chérie ?» Elle s'aperçut qu'il lui disait « tu » maintenant, et elle répondit stupéfaite « Mais oui, et vous ?» Il dit « Oh, moi, fort bien ». Et, se tournant vers elle, il l'embrassa, puis se mit à causer tranquillement. Il lui développait des projets de vie, avec des idées d'économie, et ce mot revenu plusieurs fois étonnait Jeanne. Elle l'écoutait sans bien saisir le sens des paroles, le regardait, songeait à 1000 choses rapides qui passaient, effleurant à peine son esprit. 8 heures sonnèrent. « Allons, il faut nous lever, dit-il, nous serions ridicules en restant tard au lit. » Et il descendit le premier. Quand il eut fini sa toilette, il aida gentiment sa femme en tous les menus détails de la sienne, ne permettant pas qu'on appelât Rosalie. Au moment de sortir, il l'arrêta. « Tu sais, entre nous, nous pouvons nous tutoyer maintenant, mais devant tes parents, il vaut mieux attendre encore. Ce sera tout naturel en revenant de notre voyage de noces. » Elle ne se montra qu'à l'heure du déjeuner, et la journée s'écoula ainsi qu'à l'ordinaire, comme si rien de nouveau n'était survenu. Il n'y avait qu'un homme de plus dans la maison. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.